Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Dans cette mise au point qui portera le numéro 14 de la série des mises au point, je souhaiterais expliquer avant tout aux abonnés de la chaîne YouTube pourquoi il faudra s'attendre dans les prochains temps à me voir publier moins de vidéos sur YouTube. La raison en est que j'ai récemment fait de Substack la plateforme centrale de mes activités, donc mon activité de publiciste, depuis maintenant 3 semaines, 1 mois, s'organise avant tout autour de mon blog Substack. Or, au cours des derniers jours, j'ai découvert et testé, et j'ai trouvé le test concluant, la fonction podcast de mon blog Substack, qui permet donc d'enregistrer un podcast, pardon pour l'anglicisme, mais bon, en français, on peut, je pense, définir, mais je ne vois pas vraiment de traduction, donc une causerie au format audio, voilà, donc sans image. Alors, techniquement, il faut bien dire que c'est beaucoup plus confortable. À la fois pour moi, c'est plus simple à enregistrer. Ça n'implique pas, comme les vidéos, de mettre en place chez moi ou là où je me trouve, si je suis en voyage, une sorte de mini-studio de télévision dans mon salon ou dans une chambre d'hôtel. Bon, s'assurer des conditions notamment de luminosité. En hiver, c'est pas toujours si simple. Ça implique souvent d'avoir à attendre le lendemain pour enregistrer, donc perdre du temps. C'est aussi beaucoup plus lourd à charger, en l'occurrence sur YouTube, alors que l'upload, évidemment sur Substack, mais d'un contenu strictement audio, donc beaucoup plus léger, est forcément beaucoup plus rapide, même avec une connexion médiocre. Je pense que c'est aussi plus confortable pour une grande partie des auditeurs, puisque de toute façon, je sais que beaucoup d'utilisateurs de YouTube aussi consomment, entre guillemets, les vidéos de cette manière, c'est-à-dire les téléchargent au format MP3 ou dans un autre format audio et les écoutent au volant de leur voiture, avec des écouteurs dans des transports en commun, pendant leur jogging, que sais-je. Ce qui est évidemment encore plus simple quand il s'agit déjà à la base d'un podcast et non d'une vidéo. Accessoirement, il y a aussi la question de la censure, qui, bon, moi, jusqu'à présent, ne m'a jamais touché. Alors évidemment, ma chaîne YouTube est soumise à un shadow ban, elle est discrètement déréférencée, comme tout ce qui est incorrect. Bon, c'est pas très grave, comme j'ai jamais vraiment donné dans le sensationnalisme, de toute façon, je ne m'attendais pas en ouvrant la chaîne à me retrouver au bout de 6 mois avec 50 000 abonnés et des vidéos à 1 million de vues. Je compte d'ailleurs revenir tout de suite à cette question du sensationnalisme. Mais finissons-en d'abord sur la censure. La censure qui s'exerce en ce moment, en Occident, on va dire en général, cible presque exclusivement les gens qu'on appelle des influenceurs, c'est-à-dire des publicistes susceptibles de toucher les masses, avant tout les masses électorales, et donc d'influencer les équilibres électoraux. Bon. Du moment que vous n'entrez pas dans cette catégorie, en réalité la censure vous traite par le mépris, ce qui est d'ailleurs assez intelligent, je dirais que c'est le principe du soft power, c'est pour ça que finalement, sur la longue durée, on peut dire que ça a mieux marché que le hard power, donc la censure dure qui est encore pratiquée dans des endroits comme la Chine, on va dire. Et bon, la mauvaise nouvelle en l'occurrence, c'est que l'Occident est en train d'y renoncer, tout simplement parce qu'il entre à mon avis dans une phase de violence, où cette stratégie du nudge et du soft power ne suffira plus à protéger l'élite de la colère bien méritée, au demeurant, des masses. En attendant que tout cela se produise, j'ai commencé par procéder à un petit sondage là où c'est possible. Donc j'ai pas
connaissance de ce genre de possibilités. Peut-être que je me trompe, hein, je suis assez analphabète, je suis un analphabète technologique assez grave. Donc j'ai fait ce sondage là où je sais le faire, c'est-à-dire dans ma petite communauté de post-occidentaux francophones sur Telegram, hein, sur mon canal Telegram, avec une participation qui est escalée, hein, à peu près un quart des abonnés du canal ont répondu au sondage au bout de 24 heures. Les résultats me placent dans une situation un peu cornélienne, puisque visiblement il y a un tiers des sondés ayant répondu qui est abonné donc à cette chaîne YouTube et me dit ne pas avoir envie de migrer sur Substack, même gratuitement, hein, puisque le plus gros des contenus que j'upload sur Substack sont visibles gratuitement, et ce sera aussi le cas de la plupart des podcasts. Et les 2 tiers restants, qui en gros me disent soit que oui, Substack de toute façon c'est mieux, ou au moins que oui, à condition de migrer progressivement vers Substack, ils sont d'accord. Hein, donc 1 tiers, 2 tiers, bon, comment faire plaisir à tout le monde, c'est un choix cornélien. Et puis je signale quand même, parce que j'avais un peu détaillé les questions, il y a à peu près 16% en tout cas des répondants, est-ce que ça représente aussi 16% des abonnés au canal Telegram, je ne sais pas, ça c'est la question de la représentativité de ces sondages. Mais en tout cas, il y a 16% qui déclarent ne pas être abonnés à cette chaîne YouTube, si ça se trouve, ne tout simplement pas utiliser YouTube, mais être en revanche des abonnés payants, hein, donc des mécènes, de mon blog Substack. Alors, au risque de vexer les 80% restants, j'aurais envie de dire que ce sont vraiment eux qui ont tout compris. Hein. Compris quoi? Alors, justement, venons-en donc à cette question qu'on a déjà vaguement effleurée, qu'on pourrait appeler la question de la déontologie du publiciste. En effet, attention, je ne vais pas fermer cette chaîne YouTube, je compte encore m'en servir, notamment pour les formats dans lesquels YouTube, c'est-à-dire en fait la possibilité d'avoir de l'image, fait la différence. Donc typiquement pour conduire des interviews, je l'avais déjà fait, pour mettre en ligne aussi des extraits d'interventions vidéo auxquels je me suis adonné sur d'autres formats, hein, par exemple des chaînes de télévision. Et aussi, et ça je ne l'ai pas encore fait, pour des reportages, hein, donc incluant aussi des prises de vue en extérieur. Je compte en effet, ensuite on verra si techniquement ça sera possible, mais je compte dans les prochains temps me rendre dans des endroits du monde où il se passe des choses, y compris à l'extérieur de ma chambre d'hôtel ou à l'extérieur de mon bureau, et je pourrais à ce moment-là vouloir partager ces expériences avec les gens qui me suivent, et pour le coup, en l'occurrence, en commençant avec les abonnés de cette chaîne YouTube. Donc cette chaîne YouTube n'est pas du tout appelée à disparaître, bien au contraire, simplement effectivement pour ce qu'on pourrait appeler les causeries, les podcasts, au jour le jour, comme ça, notamment la série Entendu à Budapest, dans laquelle je relais les propos d'experts magyarophones, que j'ai l'habitude de suivre dans leur langue, en suivant les médias alternatifs hongrois. Enfin, alternatif. L'originalité de la Hongrie, c'est qu'en Hongrie, ces médias-là sont plutôt proches du gouvernement. C'est vrai que la Hongrie est une sorte de gouvernement qu'on pourrait dire alternatif, lui aussi. Bon, la Hongrie est un pays un peu alternatif, hein, il faut bien dire ce qui est. Mais bon, disons que la routine des podcasts va donc migrer sur Substack, mon blog Substack, dont vous trouverez évidemment l'adresse en description de cette vidéo. Cette migration répond à des préoccupations ergonomiques,
technologique hein, que je viens d'exposer. Bon, mais pas seulement. Mais pas seulement. C'est aussi un choix que, au risque d'être un peu grandiloquent, je ne sais pas, mais j'oserais appeler déontologique. C'est-à-dire, bon, autre façon de le dire, un choix politique ou un choix moral. En effet, les médias alternatifs qui sollicitent, et ils ont bien raison de le faire, régulièrement vos contributions, votre soutien sous forme d'abonnement, etc. Ce que je fais aussi, hein, il est possible et recommandé en fait de s'abonner à mon blog Substack. Ces médias alternatifs, disais-je, ont coutume ces derniers temps de vous répéter que faites très attention à l'information gratuite. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein. Quand c'est gratuit, c'est en réalité que quelqu'un essaye de vous vendre vous à quelqu'un d'autre en vous influençant et donc en vous proposant du coup des contenus gratuits. C'est tout à fait vrai, hein, c'est tout à fait vrai, je ne cherche absolument pas à remettre en cause la véracité de cette description de la situation actuelle et notamment du fonctionnement de ce que dans Covid, j'ai appelé la galaxie Gutenberg 2.0, hein, c'est-à-dire les médias unilatéraux, donc typiquement l'audiovisuel hertzien, les grands quotidiens, ou voire hebdomadaires, à diffusion nationale, etc. Bon, quoique cela, évidemment, il fallait les acheter. Bon, vous me direz, les médias hertziens, on les achète aussi, mais on n'a pas le choix, hein, puisque c'est la redevance, c'est l'État qui prélève d'autorité, dans votre poche, exactement comme pour payer des sérums sûrs et efficaces, ou enfin, bon, tout ce que vous avez envie, enfin, ou justement pas envie, mais l'État, oui, l'État, il a envie de vous le payer, donc il vous le paye sur votre argent. Bon. Et c'est là qu'on en vient, je dirais, au petit problème, parce que moi je voudrais ajouter quand même à ce discours. Hein. Donc vous expliquez que, attention aux médias gratuits, c'est très dangereux, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Oui, d'accord. Pour autant, est-ce que quand c'est payant, vous avez une réelle garantie, disons, de qualité, d'intégrité de l'information? Moi, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre phénomène, alors appelons-le, hein, pour l'instant, dans un premier temps, ça suffira, on va appeler ça le sensationnalisme. Alors, pourquoi est-ce que la recherche du terme même me pose problème? Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus que simplement, quand on dit sensationnalisme, bon, on pense à un petit phénomène psychologique, passager, comme ça. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Le drame, on pourrait presque dire la tragédie du sensationnalisme, c'est aussi la tragédie de la démocratie. Hein, puisque je parlais avant de l'État qui puise dans votre poche de l'argent public pour, par exemple, vous payer des médicaments que vous n'avez pas envie de vous administrer. Oui, d'accord, mais dans la plupart des cas, au moment où il l'a fait, quoi qu'on en dise, en s'appuyant sur ce qu'il est convenu d'appeler la légitimité démocratique. C'est-à-dire que dans les États, notamment occidentaux, mais pas seulement, qui ont fait ça, il existait une majorité, alors évidemment vous ajouterez immédiatement, oui, une majorité manipulée, une majorité, oui d'accord, mais enfin bon, à mon avis, elles l'ont toujours été depuis qu'on pratique la démocratie, hein, notamment la démocratie moderne, la démocratie des irresponsables. La démocratie antique, c'était un peu différent, parce que c'était réservé aux hommes qui portaient les armes, vous voyez. Donc quand on votait sur la guerre, par exemple, c'était une chose de donner, de donner son avis, hein, de mettre un... Alors, c'était pas des bulletins de vote, mais enfin, il y avait d'autres procédés, vous voyez, bon, ou de lever la main, hein, beaucoup de votes dans les démocraties directes sont à main levée. Oui, mais une fois qu'on a levé la main, il faut aussi aller à la guerre. Et donc ça, quand même, l'ambiance était un peu différente, vous voyez. Mais bon, la démocratie moderne, hein, donc, où typiquement ceux qui ne vont pas à la guerre, et je pense notamment à celles qui ne vont pas à la guerre, vont voter pour la guerre, où ceux qui ne payent pas l'impôt vont voter pour la dépense publique, etc., etc. Bon, c'est la démocratie des irresponsables. Alors, vous me direz, c'est pas tout à fait le cas dans la presse, je dirais dans la presse sur abonnement, étant donné que là, au moins, on est sûr que tout le monde a payé. Hein. À vrai dire, oui et non.
À vrai dire, oui et non. Parce que quand, par exemple, le canal Telegram de tel ou tel média sur abonnement, comme je viens de le faire moi-même, hein, demande l'opinion des abonnés de ce canal, bon, la plupart, en réalité, dans ces cas-là, ne seront pas des abonnés payants, par exemple, du site. Hein. Donc, ce média les considère comment? Comme des abonnés potentiels. Hein, c'est-à-dire qu'il s'adresse à cette masse d'abonnés potentiels, donc de clients potentiels, puisque finalement c'est une entreprise commerciale, exactement comme le politicard en campagne s'adresse aux masses électorales, hein, qui, encore une fois, inclut une grande majorité de citoyens et citoyennes qui pourront voter la guerre, mais sans la faire, de citoyens et citoyennes qui ne payent pas d'impôts, sont sous le seuil de la fiscalité, mais vont en revanche voter pour la dépense publique, etc. Donc, c'est bel et bien la démocratie des irresponsables. Et là, je dirais qu'on bascule presque automatiquement dans ce que, dans la sphère politique, on appellera la démagogie, et dans la sphère médiatique, peut-être plutôt le sensationnalisme. Mais en réalité, c'est très exactement le même phénomène. Et c'est là que, pour ma part, je vois en quelque sorte des conséquences déontologiques directes aux différences dans les modalités de monétisation des contenus qu'on peut observer entre, par exemple, YouTube et, par exemple, Substack. Donc, sur YouTube, typiquement, vos contenus deviennent monétisables à partir du moment où vous atteignez une masse critique d'abonnés et de visionnage de vos contenus, justifiant du point de vue de la plateforme de vous faire participer à ses revenus publicitaires, hein, puisque vous créez du contenu qui attire de l'audience. Cette audience est soumise à, ça fait partie des aspects d'ailleurs assez désagréables, bon, à un bombardement publicitaire constant, et bon, bah, évidemment, les annonceurs, comme les annonceurs financent la plateforme, pour vous inciter à charger vos contenus chez elle, vous fait, à la portion congrue, vous fait participer, hein, vous donne votre part de ces recettes publicitaires. La conséquence, eh bien, il ne faut pas aller chercher très loin, c'est par exemple, regardez simplement les titres de vidéos YouTube. Hein. Donc vous avez ce phénomène du clickbait, hein, en français, pardonnez pour la crudité du terme, le phénomène des putaclics. Hein. Et là, moi, ça me pose un problème. Parce que tous ces gens qui vous parlent, vous voyez, de l'Occident, empire du mensonge, de cette caste, de cette classe politique qui est devenue, effectivement, hein, un biotope de menteurs compulsifs, hein, où le mensonge est devenu une sorte de liquide amniotique, hein, en dehors duquel on finit par se demander si ces gens-là seraient capables de survivre, hein, de respirer. Oui, d'accord, mais quand par exemple l'intérêt de cette caste, de cette classe politique cooptée par une oligarchie est de travailler et d'exploiter les peurs, hein, quand on est entré dans la phase qui est la phase actuelle, hein, déjà depuis début 2020, du gouvernement par la peur. Bien. Dans une telle configuration, moi, j'observe que le sensationnalisme médiatique devient, qu'il le veuille ou non, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'être acheté discrètement, corrompu, manipulé, menacé, instrumentalisé par le pouvoir pour devenir un allié objectif du pouvoir. Hein. Donc quand par exemple on a décidé début 2022 que le récit covidiste qui commençait à battre un peu de l'aile, hein, à Ottawa ça sentait quand même mauvais pour Trudeau et sa bande, que ce récit devait maintenant être remplacé par une nouvelle obnubilation, hein, une obsession médiatique comme ça de chaque instant, pour une pseudo-guerre mondiale qui se déroulerait, alors pour des motifs on va dire ergonomiques, exclusivement sur le territoire, même pas l'intégralité du territoire, d'ailleurs plutôt le tiers oriental, d'un seul État, d'ailleurs pas
particulièrement riche, ni puissant, ni même touristique, donc la plupart des gens ne savaient pas très bien où ça se trouvait sur la carte avant le début du show, mais bon, ils ont appris ensuite, hein, cet État, c'est l'Ukraine. Bon, donc l'appareil médiatique d'État, si j'ose dire, hein, a commencé cette propagande médiatique consistant à faire vivre les moutons dans l'impression qu'on est constamment à la veille de la guerre nucléaire, de la conflagration ultime, de la Troisième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, beaucoup de médias qui se voulaient alternatifs ont découvert que, d'ailleurs, effectivement, parler toutes les 2 vidéos, tous les 3 éditoriaux, etc., d'escalade, une escalade qui n'a jamais eu lieu, hein, c'est assez rentable. Hein, ça fait monter les audiences, hein, ça fait plus de vues sur les vidéos, les articles, puisque maintenant les systèmes de métrique sont d'ailleurs à peu près homogènes, hein, que ce soit du contenu écrit, des vidéos, des podcasts, bon. Alors que, un analyste qui vous explique de sang-froid, hein, la tête reposée, en alignant des arguments, que non, vous savez, en fait, il n'y a aucune escalade, hein, quand par hasard des débris de fusées ou des débris de drones tombent sur le territoire d'un pays de l'OTAN, dans les heures qui suivent, vous avez un communiqué officiel du gouvernement, alors soit roumain, soit polonais, etc., expliquant que oui, c'est bien un accident, nous ne considérons en aucun cas cela comme un acte de guerre, donc sous-entendu, non, on n'a absolument aucune intention d'entrer en guerre avec la Russie, mais simplement cette information-là, que ce soit d'ailleurs les médias du mainstream, pro-OTAN, russophobe, appelez-le comme vous voulez, ou malheureusement les médias alternatifs, le démenti, vous voyez, le lendemain, ça sera un entrefilet, hein, dans les 2 cas. Pourquoi? Parce que dans le cas du mainstream, parce que idéologiquement c'est pas intéressant, et dans le cas de la presse alternative, ou disons, ou des commentateurs alternatifs, parce que, justement, du point de vue du sensationnalisme, c'est pas intéressant. Hein. C'est-à-dire, c'est pas une très bonne affaire, en réalité, dans une perspective de putaclic. Hein. C'est pas une très bonne affaire de venir vous expliquer le lendemain que, vous savez, en fait, on a un peu abusé de votre crédulité, pardon, et de notre crédibilité, d'ailleurs, en vous laissant croire, voilà, en vous aguichant comme ça avec des titres sensationnalistes. Bon, donc évidemment, non, on ne va pas le faire. Et c'est comme ça que la presse dite alternative a fini par ressembler de plus en plus finalement au récit médiatique mainstream, c'est-à-dire entre autres à pratiquer l'amnésie permanente. Hein. Donc jamais de retour sur ce qu'on a dit, jamais d'autocritique. Au bout de 24 ou 48 heures, on oublie complètement ce qu'on a dit et écrit au cours des 24 ou 48 heures précédents. Et d'ailleurs, vraiment, je vous invite à faire l'expérience. Hein, donc prenez les chaînes, les sites, je ne sais pas, ce que vous avez l'habitude de suivre pour vous informer. Remontez, utilisez la mémoire d'Internet. Hein, remontez dans le temps, allez voir des vidéos d'il y a 6 mois, allez relire des articles sur tel ou tel site d'il y a 6 mois, et puis éventuellement la prélever quelques citations, hein, citations vidéo, citations écrites, bien, et envoyez-les, par exemple, dans des commentaires, dans des messages, je ne sais pas, vous êtes peut-être en contact direct, aux auteurs, aujourd'hui, et demandez-leur de réagir. Vous voyez, il y a 6 mois, vous avez dit ça, vous avez écrit ça. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Ça ne leur inspire évidemment rien, ils vont bien s'abstenir de vous répondre, le commentaire sera, la modération éliminera votre commentaire, etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le mécanisme du sensationnalisme a fait de tous ces gens des menteurs. Et ça, pour moi, c'est une bonne raison de se servir avec beaucoup de prudence d'un outil comme YouTube,
et de donner au maximum toutes ses chances, même si c'est un peu ingrat, hein, en termes de diffusion notamment, mais de donner toutes ses chances à une plateforme comme Substack. Pourquoi? Parce que sur Substack, même si vous n'avez que 25 abonnés, disons, ou 40 abonnés, dont 5 payants, eh bien, dès cette phase, disons, de la popularisation d'un blog, vous pouvez décider de placer une partie, ou la totalité d'ailleurs, mais ce n'est pas de bonne politique, en tout cas une partie des contenus derrière ce qu'on appelle un paywall, c'est-à-dire de rendre accessible uniquement aux abonnés payants une partie des contenus, et par conséquent de monétiser à minima, hein, ce sont comme en général dans ce cas-là des abonnements l'abonnement mensuel est extrêmement modique, il me semble ça doit être 8 $ par mois ou un truc comme ça, bon. Mais en tout cas de monétiser même à minima des contenus sans avoir dû préalablement s'assurer d'une audience, d'une multitude de suiveurs. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on peut s'épargner les fourches codines du sensationnalisme. Alors évidemment, c'est une démarche un peu élitiste, alors que par ailleurs, il y a des dynamiques de marché qui favorisent toujours plutôt les produits les plus démocratiques, hein, j'en ai bien conscience. C'est ce mot cette blague de Woody Allen, je crois, hein, essayer de capter l'âme de votre peuple, donc ça c'est une parodie de Hegel, hein, en réalité. Hein. Je le précise, lui-même, je pense, n'a pas mis de note de bas de page à ces blagues, mais bon, ça vient de Hegel, en réalité. Donc capter l'âme de votre peuple, et c'est là que Woody Allen tourne en dérision la citation, après l'avoir captée, essayer de la faire produire en série, en plastique, en Asie. Voilà, get it mass produced into plastic in Asia, quelque chose comme ça. Bon. Oui, effectivement, quand on veut faire de l'argent, c'est ça la bonne méthode. Donc atteindre un public, une clientèle la plus massive possible, en lui vendant des produits les plus cheap possibles à tous les sens du mot, hein. Donc pour ne pas employer un mot français qui serait une bonne traduction, mais un peu vulgaire, disons, de ce que je viens de dire en anglais. Alors qu'effectivement, bon, le risque d'un positionnement de marché plutôt élitiste, comme celui que je suis en train de définir et d'adopter en déplaçant vers Substack le gros de mon activité, le risque d'un tel positionnement de marché, c'est que dans 2 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, pour simplement avoir de quoi manger entre 2 podcasts ou articles de Substack, je sois obligé d'aller faire, je sais pas, profitant du retour du beau temps, des visites guidées en espagnol du château de Bouddha. Hein. Au demeurant, j'en suis capable. Hein, si des agences de voyage m'écoutent, bon, voilà. Oui, c'est un risque. Hein, c'est un risque que j'assume. J'ai jamais été particulièrement motivé par l'argent. Hein, je pense qu'on n'écrit pas ce genre de truc. Quand on court après, vous voyez, c'est pas. Il y a des raisons qui vous expliquent que les ouvrages que vous voyez sur cette étagère n'ont pas été écrits par Julien Rochdy. Hein. Bon, outre le fait qu'ils sont écrits en français, grammaticalement correct, etc., ça déjà, ça vous livre un indice, mais à vrai dire, même avant d'ouvrir le bouquin, on pouvait s'attendre en réalité à ce que l'auteur ne soit pas Julien Rochdy. Bon. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, et avant de devenir vraiment méchant, je voudrais donc conseiller aux abonnés de cette chaîne YouTube de nous rejoindre aussi sur Substack, hein, ne serait-ce qu'en s'abonnant selon la procédure de l'abonnement gratuit, hein, ça ne coûte absolument rien, il suffit d'introduire
son adresse email, donc son adresse de courrier électronique, dans la fenêtre, d'appuyer sur « Je m'abonne », et ensuite on reçoit simplement les notifications par mail à chaque fois qu'un nouveau contenu apparaît sur le blog. Alors, si c'est un contenu payant, l'accès, en général, ne sera pas total, à moins de devenir un abonné payant. Mais la plupart des contenus, de toute façon, ne le sont pas. À ceux qui, pour diverses raisons, décideraient finalement de ne pas faire cette démarche, je ne peux que leur recommander d'y réfléchir à deux fois, notamment à la lumière de ce que je viens d'expliquer, concernant la démagogie, le sensationnalisme, tout en les remerciant de m'avoir suivi jusqu'à présent sur YouTube, en les encourageant d'ailleurs à continuer à le faire, puisque cette chaîne ne va pas disparaître, bien au contraire. Je recommande aussi aux uns comme aux autres de s'abonner à mon canal Telegram, puisque ça, je dirais, c'est probablement la plateforme idéale pour le dispatching, c'est-à-dire tout simplement pour rester en contact, parce qu'il semblerait que là, les risques de censure soient vraiment au minimum. Donc ça, de toute façon, c'est gratuit, c'est intégralement gratuit, ça le restera. Et ça permet de s'informer des nouveautés, à la fois de la chaîne YouTube et surtout maintenant du blog Substack, que ce soit la partie écrite ou les podcasts. Donc, pour rester en contact, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon canal Telegram, dont vous trouverez aussi évidemment l'adresse en description de cette vidéo. Et d'ici là, je vous recommande aussi et avant tout, comme d'habitude, de circuler puisqu'il n'y a rien à voir.